Donald Trump mène-t-il une guerre à tâtons contre l'Iran? Le président des États-Unis multiplie en tout cas les déclarations confuses et contradictoires. On le verra il y a encore quelques minutes. Quels sont vraiment les objectifs politiques et militaires de l'administration Trump? Avec nous pour en parler, Jean-Christopher Barry, bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur au comité de rédaction de la revue sur l'armée de terre Inflexion, auteur du livre Requiem pour un empire des États-Unis et le piège afghan 2001-2021. C'est aux éditions du CERF. James Cohen, bonsoir et bienvenue. Vous êtes vous aussi américain, franco-américain, politologue, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle. Et en direct de New York, Romuald Sciorra, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'ONU, des relations internationales et des États-Unis. On va vous entendre dans quelques instants. Jean-Christopher Barry, on commence peut-être avec un chiffre. 60% des Américains pensent que Donald Trump n'a pas de plan clair en Iran. Et vous, est-ce que vous savez quel est l'objectif de l'attaque sur l'Iran ? Oui, d'une certaine façon, puisque les politiciens américains ont cette vertu souvent de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Et on a eu des porte-voix finalement début de guerre qui effectivement dans les séquences peuvent paraître confuses, mais l'Iran fait partie, si vous voulez, d'une idée fixe de la politique américaine depuis l'effondrement de l'Union soviétique, qui est maintenir sa suprématie mondiale et pas juste sa zone d'influence d'une grande puissance comme au XIXe siècle. Et que d'une certaine façon, cette obsession de pouvoir maintenir et faire perdurer finalement un empire, et que, comme tous les empires dans l'histoire, ce sont des phénomènes mortels et pas du tout éternels. Ils font tout pour, si vous voulez, d'essayer de neutraliser tout ce qui pourrait mettre en cause cette suprématie qu'ils ont eue, si vous voulez, pendant une fenêtre de 10 ans, grosso modo, avant l'invasion de l'Irak, qui s'est terminée, si vous voulez, en défaite. James Cohen, Donald Trump connaît-il vraiment les objectifs de cette guerre qu'il a lancée avec Israël? J'ai beaucoup plus de questions que de réponses, parce que manifestement, il a déclaré, je pense qu'il a utilisé explicitement le terme « regime change », mais il s'agit plus, j'ai entendu le professeur Bertrand Badi l'autre jour parler plutôt de destruction de régime. C'est ça qu'ils sont en train de préparer, mais la solution après me paraît plus que problématique. Il y a plein de factions différentes sur le terrain en Iran. Je laisse aux spécialistes de ce terrain en parler mieux que moi, mais on ne voit pas le bout du conflit qui pourrait s'en suivre. Et c'est d'une... L'adjectif dangereux est beaucoup trop faible, disons. Ouais. Alors j'aimerais vous montrer quelques-unes de ces déclarations depuis samedi matin, depuis le début de cette offensive. Je peux durer longtemps et reprendre tout le truc ou y mettre un terme dans 2-3 jours et dire aux Iraniens, on se revoit dans quelques années si vous commencez à reconstruire le programme nucléaire. Dimanche matin, dans The Atlantic, ils se prétendaient disponibles pour la diplomatie. Ils veulent parler et j'ai accepté de parler, alors je vais leur parler. Aujourd'hui, il dit que c'est trop tard. On poursuit tout au long du week-end. Il s'est toujours agi d'un processus de 4 semaines. Donc, on est passé de 3-4 jours à 4 semaines. J'ai 3 très bons choix de candidats pour diriger le pays. On va voir tout à l'heure qu'il s'est exprimé à ce sujet. Et puis, enfin, nous avons les capacités de tenir bien plus longtemps. La question pour vous, Romuald Sciorra, à New York, sur place, est-ce que... on citait ce chiffre, 60% des Américains ne savent pas au juste quel est le plan de Donald Trump. Quel est votre sentiment sur l'intérêt, l'objectif militaire et politique du chef de la Maison-Blanche ? Écoutez, Donald Trump s'est pris lui-même dans le piège qu'il avait plus ou moins dressé, si je puis dire, pour les Iraniens. Le président américain a tout d'abord voulu obtenir un deal qui, quoi qu'il se soit passé, n'aurait pas pu être aussi bon, si je puis dire, que le deal qu'il a lui-même déchiré et jeté à la poubelle, c'est-à-dire le fameux deal sur le nucléaire iranien de 2015, qui n'était pas parfait, mais qui, bon an, mal an, aurait pu fonctionner. Bref, donc une impasse. En parallèle, pour essayer de faire pression, il a envoyé une flotte du jamais vu
depuis 2003 dans la région. Et il fallait donc bien, n'obtenant pas ce deal, que vis-à-vis de son électorat MAGA, n'oublions jamais que Donald Trump n'a qu'une chose en tête, hein, son électorat MAGA, il fallait bien qu'il justifie le déploiement de cette flotte et surtout qu'il montre qu'il était Monsieur Muscle. N'oublions pas également qu'il y a 10 jours, il s'est reçu une baffe, pardonnez-moi l'expression, mais une baffe très violente de la part de la Cour suprême. Il a été humilié aussi bien à l'intérieur que sur la scène mondiale. Donc, une fois encore, il fallait qu'il fasse sentir à tous qu'il était the boss. Et donc, pour rejoindre ce qui a été dit par vos invités et vous-même, il est un petit peu à l'aveugle. L'administration est un petit peu à l'aveugle. Il y a que 2-3 scénarios. Hein. Soit les bombardements se prolongent pendant plusieurs semaines, mais pour obtenir quoi? Il y a déjà des morts américains et cela pèse très très lourd. Autre scénario, si les morts continuent si le nombre de morts continue à augmenter, on pourrait éventuellement voir le président, puisqu'il change plus ou moins de position et d'objectif tous les jours, aller vers un scénario à la Venezuela, c'est-à-dire passer un deal avec quelques membres plus modérés de l'administration en place et pouvoir se justifier vis-à-vis du peuple américain en disant « Regardez, j'ai obtenu un deal, maintenant l'Iran me mange dans la main, j'ai leur pétrole, etc. » En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, cette guerre est très impopulaire. Les Américains sont vaccinés contre tous ces conflits à rallonge et une grande partie de la nation MAGA a l'impression que le président n'a pas tenu ses promesses puisqu'il avait juré, c'est grand Dieu, qu'il n'irait jamais vers un conflit où les Américains pourraient perdre la vie. Et puisque vous parlez d'opinion publique, regardons ce pourcentage. 27% des Américains seulement soutiennent l'opération militaire lancée par Donald Trump et Israël contre l'Iran. 27%. Précisons que, alors c'est un sondage Reuters-Ipsos, précisons que si on prend les Républicains, c'est 55%, mais ça dépasse donc difficilement la moitié. Et puisqu'on parle de Donald Trump, on va l'écouter. Visiblement, le président américain a pensé tout de même à la succession. Si on l'entend, ce n'est pas que détruire le régime. Il y a une succession, mais écoutez plutôt où sont les potentiels successeurs. Les personnes que nous avions en tête sont mortes. Nous avions pensé à quelqu'un dans ce groupe, mais il est mort. Et maintenant, nous avons un autre groupe de dirigeants qui sont peut-être décédés aussi, si l'on se base sur les comptes rendus. Donc je pense qu'il y a une troisième vague qui arrive. Bientôt, nous ne connaîtrons plus personne. Alors là, on a besoin de votre éclairage. Oui, alors si vous voulez, d'abord il y a cette foi incroyable dans la technologie et les bombardements et de pouvoir résoudre un conflit armé politique par la voie des airs. Et ce qui leur a donné cette illusion, c'était bien sûr la première guerre du Golfe. Et malgré la débâcle finalement de la deuxième guerre en Irak, et ne parlons pas évidemment de la défaite en Afghanistan, si on fait le bilan, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements stratégiques qui devaient affaiblir l'adversaire en les démoralisant, et donc bombardement de populations civiles, d'une certaine façon, il y a une sorte de continuité où on essaye de déstabiliser les régimes en faisant souffrir la population qui va remettre en cause la légitimité si vous voulez, de l'ennemi qu'on essaye de cibler et de détruire. Mais c'est quoi pour vous la réelle intention à la fois d'Israël et des États-Unis dans ce conflit? Alors, je crois qu'il y a une convergence entre les deux, c'est-à-dire reprendre la main sur le Moyen-Orient. Jusqu'à la chute du Shah, il y avait deux gendarmes qui étaient des États clients des États-Unis, c'est-à-dire l'Iran du Shah et Israël. Quand il y a eu le renversement du Shah, tout d'un coup, ce dispositif qui était finalement permettait de verrouiller et d'exclure l'influence de ce qui était l'Union soviétique, ça fonctionnait. Là, effectivement, on essaye de reconstruire, mais le paysage géopolitique mondial a changé aussi. C'est-à-dire que l'Union soviétique n'existe plus, mais par contre, la montée en puissance économique et militaire à la fois de la Russie et de la Chine, sans parler des BRICS, fait que le rôle de l'Iran, et là je vous parle du point de vue américain, le rôle de l'Iran parmi les BRICS est vraiment, si vous voulez, une charnière entre les voies de communication et de transport
de ce qu'on peut appeler la route de la soie, est-ouest et nord-sud. Alors, Donald Trump a tenté il y a quelques minutes de justifier cette intervention en disant qu'il avait des informations, disant que c'était l'Iran qui allait commencer par attaquer en premier. Et il y a aussi une question qui monte, c'est de savoir si ce sont les Israéliens qui ont forcé la main à Donald Trump ou si c'est l'inverse. Alors lui, il justifie, il dit que c'est probablement lui qui a demandé à Israël d'attaquer d'abord. Regardez ce que dit Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne. Il dit que c'est une guerre au nom d'Israël et que c'est en fait Israël first. Selon vous, qui était à la manœuvre au départ? Est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui veut en découdre depuis maintenant 30 ans avec le pouvoir iranien? La question peut se poser dans la mesure où le secrétaire d'État Marco Rubio lui-même a dit que nous sommes intervenus parce que nous savions qu'Israël avait l'intention d'intervenir et que les Iraniens allaient répondre. Donc, pour prévenir le scénario de désastre que ça allait entraîner, nous sommes intervenus. Alors, et ce qui pose effectivement la question, est-ce que c'est le chien qui agite la queue ou l'inverse? Oui, alors on va peut-être demander à ce sujet, peut-être à New York, à Romuald Alciura qui nous entend. Sur cette question-là, est-ce que ça fait débat aux États-Unis de savoir si c'est en fait Benjamin Netanyahou qui a forcé la main au président américain ou si c'est l'inverse, comme semble le dire aujourd'hui Donald Trump? Non, ça ne fait pas vraiment débat. Alors, il est vrai que Netanyahou, depuis des décennies, veut en découdre avec l'Iran. Donc oui, il a un petit peu accéléré la dynamique. Mais si Donald Trump avait juste répondu à la frénésie de son ami Netanyahou, il se serait contenté de quelques bombardements chirurgicaux comme en juin dernier. Non, les États-Unis, enfin en tout cas Donald Trump, a décidé d'en finir avec le régime iranien. Maintenant, ira-t-il jusque-là? Tout va dépendre de la poursuite des conflits. Une fois encore, si le nombre de morts devait augmenter, il se pourrait qu'il aille négocier avec ceux qui demeurent de ce régime. Vous vouliez réagir? Oui, d'abord le conflit a commencé déjà en 1953 quand les Américains et les Anglais ont renversé Mossadegh pour installer le Shah, tout simplement, et que d'une certaine façon on est dans une continuité. Mais ce qui est intéressant avec le conflit qui se propage et devient régional, c'est que le deal américain dès la Deuxième Guerre mondiale entre Ibn Saoud de l'Arabie Saoudite et Franklin Roosevelt, c'est vous nous donnez accès à vos ressources et on vous protège. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut appeler un protection racket, une raquette de protection. Ouais. Et on a déjà vu les signes que ce racket de protection pour les pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite avait des bévues, puisque même les Houthis ont pu, par des attaques de drones armés, immobiliser une partie des raffineries du brut saoudien pendant 1 an. Et ne parlons pas évidemment de la contribution américaine dans la guerre que menait l'Arabie Saoudite contre les Houthis et finalement la défaite américaine qui a dû retirer sa force navale des côtes du Yémen. Donc d'une certaine façon, les États clients du Golfe Persique ne savent plus où donner de la tête parce que bien évidemment l'oncle américain ne les protège plus. Et en même temps, ils se retrouvent face à les visées expansionnistes d'Israël. Le porte-voix ambassadeur américain d'Israël était très explicite. Le projet du Grand Israël avait toute la légitimité et appui américain. Alors, je trouve qu'on ne parle pas assez du document sur la sécurité nationale, très stratégique, qui a été publié il y a quelques mois. C'était au mois de novembre. Et alors là, je vais vous le lire. Le document affirme que le Proche-Orient a cessé d'être l'irritant constant de la source potentielle de catastrophes imminentes qu'il fut à une époque. Selon la Maison-Blanche, la clé serait d'accepter la région, ses leaders et ses nations comme ils sont, tout en travaillant sur les sujets d'intérêt commun. Alors là, il faut vraiment que vous nous expliquiez parce que c'est en totale contradiction. C'est en totale contradiction. On répète, accepter la région et ses leaders et ses nations comme elles sont. On pense clairement à l'Iran, là. Donc en novembre, il ne s'agissait pas d'attaquer l'Iran.
Oui, je peux ajouter à ça que, comme je travaille beaucoup sur les Amériques, Sud et Nord, ce même document souligne à quel point l'hémisphère occidental, autrement dit les Amériques, est la région qui doit être dominée, c'est explicitement dit dans ce document, par les États-Unis. Ce qui peut faire penser à une sorte de politique de sphère d'influence. Les Russes ont leur sphère, les Chinois ont leur sphère, et nous, la nôtre ici, dans notre hémisphère. Mais non, parce qu'ils sont plus expansionnistes que ça. Ils restent massivement au Moyen-Orient, la preuve. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille utiliser le mot de contradiction, puisque c'est aussi ce qu'on appelle de la communication stratégique, un document officiel comme ça. Donc, tout n'est pas à être pris au pied de la lettre. Bien que Trump, par contre, qui improvise et qui probablement, au niveau de ses facultés mentales, ne maîtrise plus très bien, je crois qu'il a 80... Bientôt 80. Il a 80, il n'a pas toutes ses facultés, et donc ça déraille un peu. Mais par contre, je crois que ce qui s'affirme avec l'attaque contre l'Iran, c'est que cette idée d'une sorte de Yalta bis, de partage de zones d'influence entre les Chinois, les Russes et les Américains, non, je pense que l'ambition qui s'incarne dans cette attaque, qui, à mon avis, aura un effet boomerang dévastateur pour le pouvoir à la fois économique, politique et militaire américain, c'est on veut garder notre suprématie sur le monde. Romain Sciorra à Washington, sur ce document de la sécurité nationale que nous venons d'évoquer, qu'en pensez-vous? Contradiction, pas contradiction? Écoutez, Donald Trump, Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump du premier mandat. Ce n'est pas un homme isolé qui a été élu ce coup-ci. Il a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine. Celle-ci est parvenue pour la première fois de son histoire au pouvoir avec lui il y a un an. Et ses principaux représentants sont des intellectuels de haut niveau. J.D. Vance, Suzy Witt's, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui a son mot à dire dans la politique internationale. Bref, le document de novembre dernier est la stratégie de ce groupe de personnes, et pas seulement de Donald Trump, arrivé au pouvoir. La guerre en Iran est la guerre de Donald Trump. Une fois encore, cette guerre n'aurait pas eu lieu, car pour Trump, l'Iran était plus ou moins classé depuis juin dernier, n'aurait pas eu lieu s'il avait obtenu des succès sur la scène internationale, la paix en Ukraine, par exemple. Les bombardements n'auraient sans doute pas eu lieu cette semaine, en tout cas pas de façon si intensive, s'il n'y avait pas eu la gifle du Congrès il y a quelques jours, etc., etc. Et surtout, le dossier Epstein, ne l'oublions pas, qui jusqu'à présent a glissé sur le président, mais qui semble se rapprocher avec ses accusations d'un potentiel, très potentiel, mais d'un potentiel viol de Donald Trump sur une gamine de 13 ans. C'est quelque chose qui pourrait le faire évidemment tomber. Donc bref, il s'agit ici de la guerre de Donald Trump. Donc ne cherchons pas ce que mon collègue sur votre plateau a dit, est très juste, c'est un homme de 80 ans. Ne cherchons pas une stratégie dans cette guerre avec l'Iran comme la stratégie qui est explicitée dans le document du mois de novembre. Cette guerre est brouillonne, c'est pourquoi une fois encore les objectifs ne sont pas clairs. Donald Trump et les Américains ne savent pas vraiment vers quoi ils vont. Est-ce que les bombardements vont durer? Est-ce qu'à terme, grâce à ces bombardements, ils pourront obtenir ce qu'ils veulent? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une chute du régime pour une instabilité locale? Obtenir un deal qui de toute façon ne pourrait être qu'excellent que s'il y a changement de régime et un régime stable, ou alors un deal qui sera moins bon que celui de 2015. Donc c'est pourquoi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On pourrait voir le président d'ici 3-4 jours nous dire qu'en fin de compte, il passe un accord avec le régime des Mollahs, du moins ce qu'il en reste. Bref, ne cherchons pas d'explications rationnelles. Cette guerre est la guerre de Trump et il n'est pas inscrit dans la stratégie de cette administration. Donald Trump, lui, se targue de mettre fin à une menace pour les États-Unis, pour le peuple américain, et de mettre fin à l'arsenal nucléaire et aux capacités nucléaires de l'Iran. Oui, mais alors dans ce cas-là, l'accord qui a été cautionné notamment par la France, que Obama avait négocié, il ne fallait pas le déchirer de façon unilatérale, ce qu'a fait Trump pendant son premier mandat. Si vous voulez, l'épouvantail nucléaire était un effet de propagande, parce que si vous voulez vraiment être dans cette logique et motivation, pourquoi est-ce qu'ils ont tué finalement l'ayatollah Khamenei, qui était celui qui avait justement prononcé la fatwa contre tout développement d'une arme nucléaire, et qu'il fallait
cantonner, si vous voulez, le nucléaire pour son usage civil, avec monitoring de l'agence de l'ONU et tout à fait, si vous voulez, dans la cohérence de l'accord de Vienne qui avait été consolidé par finalement, alors l'acronyme en anglais c'est JCPOA, en français je crois on appelle ça... Vous l'avez dans vos notes, vous allez le retrouver. Oui. L'accord sur le nucléaire iranien, effectivement déchiré par Donald Trump. Il y avait encore des négociations jeudi dernier qui se poursuivaient. Encore une fois, c'est une ruse. Encore une fois, c'est... Non, mais lui dit que ce sont les Iraniens qui rusent. Lui dit que ce sont les Iraniens qui rusent et qui veulent poursuivre en catimini leur projet nucléaire. Si l'administration Trump, si Trump avait voulu que ces négociations aboutissent, elles auraient pu aboutir parce que ce qu'offraient l'autre jour les Iraniens était beaucoup plus que ce qu'il y avait déjà dans que l'accord initial que Trump a déchiré. Et ça a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères, Doman, qui était, si vous voulez, le médiateur de ces négociations. Et de ce point de vue-là, ça a été vraiment un prétexte comme à créer un croque-mitaine pour finalement rallier les gens. Et cet effet de propagande persiste dans une partie des médias aux États-Unis. Hein. On voit encore des gros titres sur le thème, il faut revenir à bout de ce danger nucléaire. Ouais. Bon, c'est un peu comme les mensonges pour la préparation de l'invasion de l'Irak en 2003, avec les armes de destruction massive qui en fait n'existaient pas. Une question purement de droit. Alors il y a le droit international évidemment. Beaucoup disent effectivement que cette intervention est illégale sur le plan du droit international. Romuald Scurat, qu'en est-il du droit purement américain? Donald Trump avait-il le droit de lancer cette guerre? Il fallait qu'il consulte le Congrès avant cela, vrai ou faux? Non, faux. Le président américain peut, si il y a danger existentiel pour les États-Unis, et d'après lui, il y avait danger puisque visiblement New York, Los Angeles risquaient d'être détruits par les méchants iraniens. Je plaisante, hein, mais c'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre au peuple américain. Le président américain peut décider d'une action armée à l'étranger. Par contre, ceci ne peut être que provisoire. Au bout de quelques jours, il doit s'adresser au Congrès. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il s'adressera au Congrès, non pas pour demander l'approbation du Congrès, mais en tout cas pour s'expliquer. Et à partir d'un certain temps, il doit effectivement, si les combats se poursuivent, avoir l'approbation du Congrès. Merci beaucoup, Romuald Scurat, d'avoir été avec nous en direct de New York. James Cohen, merci à vous également. Et Jean-Christophe Barry, je signale à nouveau le titre de votre livre, Requiem pour un empire, les États-Unis et le piège afghan 2001-2021. Pas d'intervention au sol des États-Unis, hein. Une intervention pas au sol. Non, vous n'y croyez pas. Il n'y aura pas le bourbier afghan. D'où le rêve de pouvoir changer les régimes par la voie des airs. Ce que vous disiez. Merci beaucoup à tous les